Étrangers à nous-mêmes, publié chez Fayard en 1988. Toccata et fugue pour l'étranger. Étranger, rage étranglée au fond de ma gorge. Ange noir troublant la transparence, trace opaque, insondable, figure de la haine et de l'autre. L'étranger n'est ni la victime romantique de notre paresse familiale, ni l'intrus responsable de tous les maux de la cité, ni la révélation en marche, ni l'adversaire immédiat à éliminer pour pacifier le groupe. Étrangement, l'étranger nous habite. Il est la face cachée de notre identité, l'espace qui ruine notre demeure, le temps où s'abîment l'entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous épargnons de le détester en lui-même. S'évader de sa haine et de son fardeau, les fuir, non par le nivellement et l'oubli, mais par la reprise harmonieuse des différences qu'elle suppose et propage. Une blessure secrète, souvent inconnue de lui-même, propulse l'étranger dans l'errance. Ce mal-aimé ne la reconnaît pourtant pas. Le défi fait taire chez lui la plainte. « Ce n'est pas vous qui m'avez fait du tort », dénie farouche cet intrépide. « C'est moi qui ai choisi de partir. » Toujours absent, toujours inaccessible à tous. Au plus loin que remonte sa mémoire, elle est délicieusement meurtrie. Incompris d'une mère aimée et cependant distraite, discrète ou préoccupée, l'exilé est étranger à sa mère. Il ne l'appelle pas, ne lui demande rien. Orgueilleux, il s'attache fièrement à ce qui lui manque, à l'absence, à quelques symboles. L'étranger serait l'enfant d'un père dont l'existence ne fait aucun doute, mais dont la présence ne le retient pas. Le rejet d'un côté, l'inaccessible de l'autre. Si l'on a la force de ne pas y succomber, il reste à chercher un chemin. Rivé à cet ailleurs aussi sûr qu'inabordable, l'étranger est prêt à fuir. Aucun obstacle ne l'arrête, et toutes les souffrances, toutes les insultes, tous les rejets lui sont indifférents dans la quête de ce territoire invisible et promis, de ce pays qui n'existe pas, mais qu'il porte dans son rêve et qu'il faut bien appeler un au-delà. Mon alphabet, ou Comment je suis une lettre, publié dans Pulsion du temps, Fayard, 2013. Azbuka. Aujourd'hui, 24 mai, c'est la fête de l'écriture à Sofia, ma première fête de l'alphabet. J'ai 6, 7 ans peut-être. Je sais en tout cas déjà lire et écrire, cela me plaît et je progresse vite. Les Bulgares sont le seul peuple au monde à célébrer un jour pareil, celui des frères Cyril et Méthode, créateurs de l'alphabet slave. Derrière l'immense effigie de ces deux moines, le pays défile sur les grands boulevards, les écoliers, les professeurs en tout genre, de la maternelle aux académies des sciences, les écrivains, les artistes, les amateurs de littérature, les parents, tout le monde arbore sur son plastron une grande lettre cyrillique. Les bras chargés de roses et de pivoine, enivrés par leur beauté épanouie et leur fragrance qui trouble ma vue jusqu'à brouiller mes propres contours, je suis moi aussi une lettre, une trace parmi d'autres, une volute du langage, une hélice du sens, insérée dans une règle qui guérit de tout, comme je l'apprendrai plus tard, écrivait Colette, qui cultivait son alphabet dans la chair du monde, même du communisme. Et disséminée parmi tous ces jeunes corps que le printemps a légèrement vêtus, entrelacés à ces voix offertes aux chants antiques, à la soie des chemises
et des cheveux et à ce vent ocre qui, à Byzance ou dans ce qu'il en reste, s'alourdit d'un obstiné parfum de fleurs. Imprimé en moi, l'alphabet a raison de moi. Tout autour de moi est alphabet. Pourtant, il n'y a ni tout, ni alphabet. Rien qu'une mémoire en liesse, un appel à écrire qui n'est d'aucune littérature, une sorte de vie en plus, fraîchissante et rose, aurait dit Marcel Proust. Je n'oublierai jamais ce premier 24 mai où je suis devenue une lettre. Cette histoire culmine pour moi dans la prière de l'alphabet de Constantin de Preslav, un autre disciple des deux frères et qu'adorait mon père. J'avais un père qui priait pour l'alphabet. Plus tard, en me rendant visite à Paris, papa allait dire sa prière de l'alphabet à Notre-Dame. Elle était composée de 39 vers, commençant chacun par une lettre de l'alphabet, selon leur ordre d'apparition dans notre azbouka. Je ne comprenais pas tous les mots du slavon d'église qui tissait cette prière, mais j'entendais, vers par vers, s'égrener la mélodie des lettres de l'alphabet et je restituais leurs noms tels que je les avais entendus ce premier jour de 24 mai où je suis devenue une lettre de l'alphabet. Azbuki vedi glagoli dobro est. Je suis la lettre qui connaît le bonheur de la parole écrite. Les samouraïs, Fayard, 1990. Monologue de Hervé Sainteuil pensant à Olga Morena. Viens, mon amour, viens par ici. Tu te demandes si je suis un révolté, un inconstant, un jouisseur. Tu le sais déjà, tu seras la seule à savoir que je suis de ceux auxquels on peut faire confiance. Surprenant, non? Pour certains, pas pour toi. J'ai été un enfant gai au paradis des vignes et des châteaux. Je me suis longtemps plu avec les enfants tristes. J'ai aimé sous le soleil de Satan. Je connais cette rhétorique d'amoureux mi-grave, mi-décadent. Je peux te la rejouer, les femmes aiment bien ça. Oui, j'étais croyant, d'un catholicisme haut et retors, tauromachique, si tu veux, pas français en tout cas. J'ai été l'aimé des femmes qui croyaient aimer des hommes pour se faire plaisir à elles-mêmes ou entre elles. L'aimé des fées, m'a dit quelqu'un, justement. Peut-être. Pourquoi pas aussi des sorcières sous un masque de nymphe. Je continue. Tu aimes ce conte courtois d'aventurier contemporain, donc désabusé? Carmen, elle m'a violée, mais j'ai guéri. Elle m'a quittée, mais j'ai grandi. Puis est venue Solange, qui m'a enveloppée comme une tante maternelle. J'étais son fétiche, l'homme entretenu, l'enfant prodige. Je l'ai renversée de plaisir, j'ai cassé son rôle de dominatrice. Elle s'est mise à une place insoupçonnée, indélogeable parce que humble, ma gouvernante perverse. Et ainsi de suite. J'arrête là pour aujourd'hui, tu les connais, tu les connaîtras. Les femmes me servent et je les sers. Tu vois, les événements me donnent raison. Tous les couples sont et seront désormais bizarres. Ma solitude deviendra un produit de supermarché. Cependant, je suis et serai toujours hors cadre. Une étrangeté, tu le sais. Une foule d'exceptions qui me ressemblent me poussent à aller plus loin encore. Je cherche l'inaccessible paradis de ma bizarrerie que les autres rejoindront peut-être. Je veux bien, mais seulement en état de bonheur secret, incommensurable, en me lisant, par exemple. Le génie féminin,
Colette, publié chez Fayard en 2002. En durcissant sa juste cause, un certain féminisme a enfermé la lutte pour l'amélioration de la condition féminine dans les seules revendications politiques ou sociologiques des suffragettes. Cette tendance se ressent aussi dans le deuxième sexe, même si Simone de Beauvoir y prône l'émancipation des mœurs. Au contraire, Colette, qui ignore la politique, ne songe qu'à révéler la jouissance féminine. De fait, son alphabet du monde est un alphabet du plaisir féminin, soumis au plaisir de l'homme, mais affecté d'une incommensurable différence par rapport à celui-ci. Qu'il n'y a pas d'émancipation féminine sans une libération de la sexualité de la femme, laquelle est fondamentalement une bisexualité et une sensualité polymorphique, c'est ce que Colette ne cesse de clamer tout au long de sa vie et de son œuvre, dans un dialogue permanent entre ce qu'elle appelle le pur et l'impur, et en se décrivant d'emblée comme un hermaphrodite mental. Plus encore, et contrairement à une image facile qu'on s'est forgée de Colette, cette gourmande de plaisir sexuel fut aussi une femme dont l'œuvre est en perpétuelle évasion de la relation amoureuse et un arrachement permanent à la vie de couple, hétérosexuel ou homosexuel, au profit d'une immersion dans l'infini du monde. Nul mieux que Colette n'a saisi combien la vie érotique est dominée par les pulsions, d'une part, et par les liens à l'objet ou au partenaire de l'autre. Nul mieux qu'elle n'a su écrire comment la liberté d'une femme ne se conquiert qu'à la condition de s'arracher et à ses pulsions et à l'autre. Et cela, moins pour accéder à une fusion mystique avec le grand autre que pour s'immerger dans un orgasme singulier avec la chair du monde. Expérience hardie, à la fois cruelle et apaisante, la transmutation de l'amour en style sera réalisée tout au long de sa vie par Colette l'écrivain. À 36 ans, quand elle publie sous le nom de Colette Willy, elle cherche déjà un amour différent de l'amour qui peut fleurir dans l'ombre même de l'amour. Avant de préciser, sous le nom de Colette, à 55 ans, qu'une femme naît sous chaque ciel où elle guérit la douleur d'aimer. Qu'une femme naît sous chaque ciel où elle guérit la douleur d'aimer. Et que si elle apprécie la joie intelligente de la chair, elle préfère ces profondeurs où l'amour, superficielle écume, n'a pas toujours accès. Et elle exprime cette conviction, enfin, qui scandalisera nos chantres postmodernes amoureux de l'amour, une des grandes banalités de l'existence, l'amour, se retire de la mienne. Sortis de là, nous nous apercevons que tout le reste est gai, varié, nombreux. Vision capitale, La Martinière, 2013. Du dessin ou la vitesse de la pensée. Un dessin reste gravé dans ma mémoire, qui m'a été donné avec nonchalance, mais comme une élection, ainsi que seuls savent le faire les êtres doués et les mères. C'était un de ces hivers blancs et froids qui congèlent les Balkans et réunissent les familles autour des poêles à charbon. Penchée sur la plaque rougeoyante, je réchauffais mes joues glacées et mes doigts gourds en écoutant distraitement une émission de radio destinée aux enfants. Quel est le moyen de transport le plus rapide du monde? Envoyez-nous votre réponse avec le dessin correspondant sur carte postale à l'adresse suivante. « Je sais, c'est l'avion », s'empressa de répondre ma jeune sœur. « Pas du tout, la fusée », avançai-je, contente d'avoir le dernier mot. « Je dirais plutôt que c'est la pensée », compléta maman. Je ne pouvais que m'incliner, non sans essayer une coutumière insolence. Peut-être, mais on ne peut pas dessiner une pensée, c'est invisible.
Tu vas voir. J'ai encore devant les yeux la carte qu'elle dessina en mon nom et qui me valut le premier prix du jeu radiophonique. Un grand bonhomme de neige est en train de fondre dans la partie gauche, la tête tombante, comme tranchée par l'invisible guillotine du soleil. À droite, le globe terrestre sur son orbite interstellaire propose ses étendues imaginaires à des voyages immobiles. Ce dessin dont ma mère ne se souvient plus guère me revient par intermittence. Tout récemment encore, j'ai cru me reconnaître dans l'histoire d'une femme décapitée. Je sais que sous ses traits sont nouées mes angoisses de mort. Mon corps est aussi passager que ce bonhomme de neige qui commence par perdre la tête avant de s'effacer dans une flaque d'eau. Et une de ces certitudes que les mères parfois nous transmettent. La seule incarnation crédible ne serait-elle pas celle de la pensée, qui sait dessiner les êtres parce qu'elle est apte à saisir les vecteurs de sa propre vitesse, à les saisir dans le sensible, au-delà du sensible, en tranchant dans le sensible. Meurtre à Byzance, publié chez Fayard en 2004. Portrait de Stéphanie Delacour. Étrangère, je sais que je viens de Byzance, qui n'a jamais existé si ce n'est dans mon âme de femme, sans réalité bien crédible. Après la Grèce, qui pour la première fois au monde et mieux que personne célébra le beau et le bien en lieu et place des dieux, de Dieu, dans les temples splendides, et avant l'arrivée des barbares, qu'elle ne cessa de repousser, de féconder et de résorber, ma Byzance à moi fut le pays crucifié par excellence, sans doute parce qu'elle se plaisait dans une sophistication jamais atteinte, je crois. C'est bien ça, vous y êtes. Les sempiternels et incongrus débats sur le sexe des anges, c'est Byzance. Les ravages des iconoclastes et les images sanctifiées des iconodules, sans lesquels le monde n'aurait jamais connu la télévision, les guides de bord, Love Story et un Ben Laden plus ou moins virtuel sur Al Jazeera, c'est encore Byzance. La première guerre de religion sur le vieux continent, ces légendaires croisades qui inspirent dorénavant le président Bush, avec pogrom, saccage de trésors, tentative ratée déjà d'unification européenne et de globalisation au-delà. De ce point de vue, et pour moi, Byzance, c'est l'Europe dans ce qu'elle a de plus précieux, raffiné et douloureux, que les autres lui envient et qu'elle a du mal à assumer, à prolonger, à moins que, qui sait, depuis peu, une humanité en transit tente de s'exprimer, embarrassée dans sa no man's land, car plus à l'aise dans les spots visuels et les mixages sonores que dans ces plaisirs de bouche qui rehaussaient les idées de nos ancêtres. J'exagère ? Bien sûr. Nabokov a bien quitté le russe et séjourné dans le français tout en s'installant confortablement et pour de bon dans un anglais saturé de vibrations slaves. Beckett n'a-t-il pas réalisé son matricide en atterrissant dans la langue de Voltaire, qu'il ne cesse pourtant de vider de sa substance pour se venger des profusions de Joyce et attendre Godot dans la maigreur du doute, protestant ou cartésien, au choix? Naipaul, enfin, transfère le continent indien dans un anglais qui résonne comme un code cosmopolite, bien au-delà du pathétique et musical shakespearien. Écoutez le rap paumé de la mondialisation. À mon tour, je loge dans le français, mais il me cache plutôt qu'il ne me révèle. Et à travers son armure chevaleresque, il n'y a que les secrets de Byzance que j'essaie de faire transpirer. Ma Byzance, vous l'aurez compris, n'est pas un pays de cocagne que l'imagination populaire accole aujourd'hui à ce vocable plutôt grinçant. Ma Byzance fait tout bonnement signe vers l'innommable ou ce qu'il vous plaît de ne pas révéler.
J'aimerais juste profiter de ce deuxième moment de lecture pour dire à quel point je me sens honorée d'être ici aujourd'hui et de pouvoir lire ces si beaux textes en votre présence. Voilà. Thérèse, mon amour, publié chez Fayard en 2008. Je vous salue, Thérèse, femme sans frontières, physique, érotique, hystérique, épileptique, qui se fait verbe, qui se fait chair, qui se défait en soi, hors de soi, flot d'images sans tableau, tumulte de paroles, cascade d'éclosions qu'on vélit en langues à l'écoute de qui, de quoi. Écoute le temps gravé, tympan, gorge, cri, écrit, nuit et lumière, trop de corps et sans corps, hors matière, matrice vide, béante, palpitante, pour l'aimer toujours présent sans jamais être là. Mais il y a être et être, il est en elle, elle en lui, pressenti, senti, englouti, sensation sans perception, d'art ou cristal, transpercée ou transparente, telle est la question. Transverbération plutôt et encore inondation. La madre est le plus viril des moines, le plus adroit des meneurs d'âme, un jumeau du Christ. Elle est lui est elle. La vérité, c'est moi, c'est lui, au fond de l'intime de moi. Moi, Thérèse, parano réussi. Dieu, c'est moi, et alors, qu'est-ce? Un festin pour tous, qui fait mieux? Soyez gaies, mes filles. Depuis 20 ans, j'ai des vomissements tous les matins, et maintenant c'est le soir, et ça vient plus difficilement. Je suis obligée de les provoquer à l'aide d'une plume ou autre chose, tel un bébé, ou si vous préférez, une bébé à la mamelle de l'autre. Mariage mystique ou bien un mariage spirituel. Ce petit Jean de la Croix y voit une différence, moi à peine. C'est le mère et Jean droit, plutôt. Cantique des cantiques, comme toujours et encore, elle chante faux mais écrit juste et ne cesse de fonder ses couvents, ses filles, son église, sa gestation à elle, son jeu, un jeu d'échecs. Il est permis de jouer. Oui, oui, même dans les monastères, surtout dans les monastères. Dieu nous aime joyeuses, mes filles, croyez-moi. Proust et l'expérience littéraire, Le temps sensible, publié chez Gallimard en 1994. Postface. Je veux faire croire aussi, parce que j'en suis sincèrement persuadée, que je me soucie de quelques autres, de mon fils en premier lieu, ses premiers pas, ses balbutiements, ses études, ses amours, ses succès, ses échecs. Tout cela m'intéresse. J'y cours, je m'y dépense, j'assure, je prévois. À vrai dire, le moindre signe qui vient de lui me fait fondre. Ceux que nous aimons nous privent de nos moyens, de telle sorte que la raison qui bâtit toujours une logique de l'action tourne court. D'abord parce qu'on est prêt à tout arrêter, à simplement jouir dans l'instant où cet enfant, cet homme, cette femme nous donne une impression qui coïncide avec un territoire secret, indicible, un peu honteux, qu'on ne saura jamais communiquer. L'amour n'est ni un intérêt ni un rêve, mais l'identification absolue, la refonte des frontières. Plus de jeu, aucune limite. À partir de là, on peut s'apercevoir que ce qui fond, c'est bien moi, que cet enfant, cet homme, cette femme en sont le prétexte, et que la délicieuse catastrophe dite amour se joue entre les éléments de mon histoire, un court-circuit dans l'espace inconscient qu'alimente bien sûr quelqu'un d'autre, mais un autre tel que je le vois. Franchement, tant de pages lues et écrites pour en arriver à ce quotidien, à cette banalité, l'impatience perdue apprivoise le terne visage du banal. Elle y entrevoit la bonté,
que le quotidien s'acharne à dissimuler, à détruire. Le tribunal du surmoi, qui a raison de se révolter contre la bassesse du banal, devrait apprendre le pardon. Savoir donner du sens aux broutilles ne signifie pas en effacer l'insuffisance. Le pardon confère une signification à l'infiniment petit, même à l'infiniment abject. Sans les rehausser, il leur permet de se refaire une vie. Le pardon est la bonification de l'idiotie en imaginaire. Le pardon s'énonce en roman. Je ne devrais me soucier que de ma mémoire involontaire et éventuellement de sa mise en forme, mais Proust l'a déjà fait et j'ai choisi de l'accompagner. Diversité, c'est ma devise. Dans Pulsion du temps, publié chez Fayard en 2013. Diversité, c'est ma devise. Ainsi s'exprime Jean de La Fontaine dans Pâté d'anguille. Quel génie plus français que celui du fabuliste. Pourtant, n'en déplaise aux avocats de la célèbre diversité culturelle française, nombreux sont ceux qui suspectent notre pays de ne chérir que sa propre diversité. Citoyenne européenne, de nationalité française, d'origine bulgare et d'adoption américaine, je l'ai écrit dans Étrangers à nous-mêmes. Nulle part on n'est plus étranger qu'en France, nulle part on est mieux étranger qu'en France. Mais je fais mien le Pâté d'anguille de La Fontaine, car la France n'est jamais plus française que quand elle se met en question, jusqu'à rire d'elle-même. L'étranger est désormais l'Européen passant d'un pays dans un autre, parlant la langue de son pays avec celle, voire celle au pluriel, des autres, se distingue de celui qui ne l'est pas parce qu'il parle une autre langue. En Europe, nous ne pouvons plus échapper à cette condition d'étranger qui s'ajoute à notre identité originaire, une doublure permanente de notre existence. La souffrance dans ce vaillant métissage, j'attendais la question et ma réponse n'est qu'à demi fourbie. Il y a du matricide dans l'abandon d'une langue natale. Et si j'ai souffert de perdre cette ruche trace, le miel de mes rêves, ce n'est pas sans le plaisir d'une vengeance, certes, mais surtout sans l'orgueil d'accomplir ce que fut d'abord le projet idéal des abeilles natales. Voler plus haut que les parents, plus haut, plus vite, plus fort. Destin toujours douloureux, l'exil est la seule voie qui nous reste depuis Rabelais, la chute du mur de Berlin et le crime organisé des oligarques pour rechercher la dive bouteille. Dans ce deuil infini où la langue et le corps ressuscitent dans les battements d'un français greffé, j'ausculte le cadavre toujours chaud de ma mémoire maternelle. Le polar métaphysique, publié dans La haine et le pardon, chez Fayard, 2005. J'ai mis du temps à me prendre pour un personnage. Cela a commencé en effet avec les samouraïs, mais en m'appropriant la polyphonie du genre roman, j'ai pu aborder avec Meurtre à Byzance des territoires plus secrets que ceux de mes livres précédents. Écrire m'est une nécessité inconsciente. Je ne décide rien quand je griffonne des notes dans mon carnet de voyage ou encore quand je noircis des pages dans mon lit à 2 heures du matin. Un de mes patients m'a confié récemment qu'il avait hésité à acheter Meurtre à Byzance, craignant de me découvrir semblable à un de ces romanciers qui posent dans leurs romans comme devant leur miroir. Mais vous, disait cet homme qui était visiblement dans une phase de transfert positif, ça n'a rien à voir, vous vous amusez à décrocher le miroir. En effet, Meurtre à Byzance est à la fois un polar métaphysique, un roman historique, un récit lyrique et une satire sociale. Le moi se décompose en multiples facettes. Les images familiales sont présentes,
disséminée cependant dans une trame historique qui embrasse 10 siècles et un continent, de l'île de Ré à la mer Noire. Le temps est devenu le personnage principal de Meurtre à Byzance parce que le 3e millénaire est en train de nous ouvrir une nouvelle temporalité, à la fois confrontation sans précédent avec la diversité des temps nationaux et religieux que nous impose le heurt des civilisations, et suspension du temps, invitation au hors-temps. Le personnage principal, Temps, m'accompagne déjà dans l'ébauche de ce qui sera mon prochain roman. J'ai découvert que l'horloger de Louis XV, dénommé Passement, a construit une horloge astronomique programmée jusqu'en 9999. Cet artisan, qui fut aussi météorologue et navigateur, a ouvert le temps jusqu'à la nuit des temps et l'a déposé hors temps comme un bijou sur une commode à Versailles. N'est-ce pas l'emblème même du roman tel que je le comprends et que j'essaie de vous le faire partager? Le genre polar s'est imposé à moi lorsque j'ai affronté personnellement la violence du monde politique, à la mort de mon père, assassiné dans un hôpital bulgare quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Un meurtre qui ne relevait pas de la pathologie d'un serial killer. Tout un système politique était investi par la même logique de mépris de la vie humaine, au quotidien, en cachette, bien plus sournoisement que ne le manifestent les guerres, les grands charniers, les goulags, la Shoah. La vie politique, la vie elle-même, au-delà des serial killers, m'est apparue alors comme un roman policier. Plus les hommes et les femmes modernes maîtrisent la technique, plus cette maîtrise les libère des interdits sexuels et éthiques, moins ils maîtrisent leur carte identitaire. Si le polar me permet d'explorer à chaud ce tremblé identitaire, j'y suis préparée aussi bien par mon écoute de psychanalyste que par la fluidité de la psyché féminine, et je n'oublie pas les frontières du vivant avec lesquelles me familiarise mon implication dans le vaste domaine du handicap. Je ne vis pas la perte d'identité, fût-elle la plus risquée, la plus dramatique, comme une menace, mais comme une actualité qui m'habite et que je peux ainsi décrire et affronter. Je sais qu'elle est indépassable. On ne peut pas la museler. Il ne suffit pas de la comprendre. Il nous reste à la sublimer indéfiniment. Le roman, tel que je l'entends, est justement la forme la plus adaptée à cette sublimation de notre insoutenable vulnérabilité. La cruauté féminine n'a rien à voir avec l'agressivité des hommes, ni même avec la pulsion de mort masculine. Chez les femmes, la destructivité est immédiatement érotisée. Elle est sociale et par conséquent, elle sait mieux dévoiler l'envers meurtrier des liens sociaux. Le roman gothique, puis le polar sont nés ainsi, sans reconnaître leur dette ni à Sade, ni à l'inconscient Hortense. Qu'importe qu'il soit une mystery novel ou une detective novel, qu'il se perfectionne dans la psychologie des psychopathes ou se spécialise dans le puzzle logique de l'enquête policière côté Thanatos ou côté Surmoi, le roman policier est le seul à traiter ce mal radical qu'est le meurtre et qui abolit le temps humain, le temps de la vie, le seul à faire percevoir que le mal radical est une catastrophe du temps. Je dois m'avancer artificiellement pour pouvoir concentrer toute la lumière sur un point obscur. Je dois m'avancer artificiellement pour pouvoir concentrer toute la lumière sur un point obscur. Tel est l'aveu fait par Freud à Lou Andreas Salomé et qui résume pour moi l'expérience analytique, mais aussi ma façon d'écrire un roman. La nuit m'est nécessaire, cet éveil entre deux rêves, qui n'est pas une insomnie, mais une lucidité paradoxale, précisément pour m'aveugler. Ne pas comprendre et ne pas savoir.
suspendre la vigilance de l'esprit, se laisser couler vers le point obscur d'une sensation, parfum ou brutalité, expression, phrase, jugement, idée, me jeter vers ce point obscur, comme j'imagine que se jette celui qui saute du 5e étage et cherche le mot ultime pour s'accrocher à ce qui lui arrive. Chute libre et saisissement extrême, instantané et interminable. La capture de ce sans-soi, en une formule ou un rythme, s'apparente en effet au moment de grâce de l'interprétation analytique, quand je suis en osmose avec le discours inconscient du patient, détaché de moi-même et de ma raison, le possédant autant qu'il me possède.